les premiers moments d'une vie. Cette maman accueille son 3e enfant. Toujours autant d'émotions que pour la première fois. C'est vrai que c'est le plus beau jour de sa vie. Un bonheur qui semble pourtant laisser de plus en plus de Français circonspects. En France, l'âge du premier enfant n'a cessé de reculer, passant de 24 ans il y a un demi-siècle à 29 aujourd'hui. Une tendance que l'Institut national d'études démographiques remarque, toutes catégories sociales confondues. On a une vision plus carriériste, je pense, et les réalités de notre environnement fait que on se retrouve souvent à privilégier un petit peu notre vie personnelle. Avec toutes les taxes qui augmentent et tout, il y a tous les factures et tout. J'ai pas envie de les mettre dans ce monde-là, quoi. Une situation que connaissent d'autres pays aussi. Dans le monde, la riposte nataliste s'organise. La Chine a décidé de mettre en place une prime annuelle de 420 € pour les enfants de moins de 3 ans. Aux États-Unis, Donald Trump, lui, propose jusqu'à 1 000 $. L'Espagne, elle, a prévu de rallonger le congé paternité et maternité. Car ces choix individuels ont des conséquences à l'échelle de la société. En France, il y a désormais plus de décès que de naissances. Le taux d'enfants par femme se situe aujourd'hui à 1,6. Retraite, sécurité sociale, c'est le modèle social qui est fragilisé. L'exécutif souhaite donc réformer le congé parental et inciter les Français à procréer plus. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors, sommes-nous face à un baby crash? Comment expliquer la baisse de la natalité? Est-ce si grave et faut-il y remédier? Le modèle social français est-il en danger? Et pour en parler, nous recevons ce soir Magali Mazui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes démographe, chercheuse à l'Institut national des études démographiques, responsable de l'unité fécondité, famille et conjugalité. Selon vous, il faut donner les moyens aux personnes qui désirent avoir des enfants de les élever dans de bonnes conditions. Cependant, dites-vous, il faudrait plutôt se concentrer sur la question du vieillissement de la population à laquelle l'immigration pourrait apporter une réponse. À vos côtés, Lou Besmont de Senneville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à La Croix, au journal La Croix. Selon vous, la bascule démographique est un électrochoc car c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Pour encourager à avoir au moins un premier enfant, vous préconisez par exemple une réforme des allocations familiales. Et puis David Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po Paris, auteur du podcast et du livre du même nom, Un monde sans enfants, aux éditions Buchet-Castel. Selon vous, alors que le natalisme est plutôt perçu comme de droite, conservateur, vous réfléchissez à un natalisme plus progressiste pour remédier à la crise démographique. Vous proposez incitation économique, égalité des sexes et levier technologique. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous Valérie et on va débuter par un chiffre. Et oui, 650 000 naissances ont été enregistrées en France entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025. Et dans cette même période, on a compté 651 000 décès. C'est une première. C'est la première fois en France depuis la Seconde Guerre mondiale que le nombre de décès dépasse celui des naissances. Magali Mazui, est-ce que c'est grave? Alors non, je ne dirais pas que c'est grave, on ne raisonne pas en ces termes-là, mais disons que oui, c'est un phénomène déjà qu'on avait vu venir depuis longtemps, puisque le vieillissement par le haut de la pyramide, avec l'arrivée des classes nombreuses du baby-boom à des âges âgés, en fait qu'on a un vieillissement assez fort, assez marqué en haut de la pyramide, qui se conjugue avec une baisse de la fécondité qui continue. Et donc, de fait, on a une inversion des courbes qui se profilaient à plus ou moins brève échéance. Donc nous, on ne va pas qualifier entre grave ou pas grave, en tout cas on constate. Et puis l'enjeu, je dirais, là, d'actualité, c'est ce vieillissement qui est très engagé. Pour la fécondité, effectivement, on a une baisse depuis pas loin de 10 ans, mais on ne sait pas si cette baisse va continuer, on ne sait pas si c'est conjoncturel. En tout cas, l'effet conjoncturel dure depuis quelques années. David Duhamel, est-ce qu'on peut parler, finalement, en France, aujourd'hui, d'hiver démographique, comme certains l'ont dit?
Oui, on peut tout à fait parler d'hiver démographique. Maintenant, il y a des hivers qui sont plus ou moins doux. Exactement. Et l'hiver français est doux comparé à bien d'autres. Par exemple, l'hiver italien est bien plus grave. L'hiver de toute l'Asie riche est complètement glacial. Donc, on peut noter que le monde change, qu'effectivement la société vieillit, qu'il va y avoir moins d'enfants. J'ai appelé mon bouquin « Un monde sans enfants », c'est alarmiste, c'était un petit peu pour attirer l'attention aussi, je peux bien avouer. Coup d'édition, comme on dit. Mais la France est en position relativement bonne par rapport à peu près tous les pays pairs. Oui, c'est ça, oui, en effet. Lou Besmond de Senneville, on le disait, les chiffres... étaient là, étaient présents, on l'a peut-être vu venir. Est-ce que vous l'avez vu venir ou est-ce que ces chiffres vous étonnent? Non, on l'a vu venir, on le voit depuis des mois, depuis des années. Effectivement, on en parlait, cette courbe, elle descend de manière inexorable. Ce qui constitue, à mon sens, un électrochoc, c'est vraiment le fait que pour la première fois depuis 1945, ces courbes se croisent. Les courbes que vous avez évoquées tout à l'heure, entre les décès et les naissances. Et là, il doit y avoir, de mon point de vue, une prise de conscience, à la fois sociétale et aussi politique, dans un moment où peut-être qu'on a du mal un peu à penser le temps long, à la fois la société et les responsables politiques. Donc effectivement, c'est à la fois quelque chose qu'on voit arriver depuis longtemps, mais il y a quand même une prise de conscience à avoir sur le fait qu'il faut agir et qu'on ne peut pas laisser les courbes indéfiniment évoluer de cette manière. Une chose tout de même, David Duhamel, tout à l'heure, vous disiez, Maïli Mazoubi, on ne connaît pas forcément les causes, mais alors justement, est-ce qu'on peut réfléchir aussi à certaines causes? Certains disent que c'est environnemental, d'autres disent parce que la vie est devenue trop chère, le monde dans lequel nous vivons est anxiogène. Que disent justement ces études? Tout, parce qu'en fait, il n'y a pas une cause, il y en a 1000. Donc je dirais qu'il y a une forme d'anxiété, il y a un papier récent de l'INED qui le dit très bien, il y a une forme d'anxiété qui est une anxiété économique, parce que la précarité s'est installée, c'est-à-dire que même si on est installé, on sait qu'on va changer. Il y a une anxiété climatique, parce qu'on sait qu'on a quand même ce mur climatique qui nous tombe dessus. Il y a une anxiété géopolitique qui est en ce moment très exacerbée. Et je pense qu'il y a une anxiété qui a été oubliée, c'est l'anxiété technologique. C'est-à-dire que la différence, et surtout chez les jeunes, et ce que montre l'étude de l'INED qui est vraiment intéressante, c'est que les jeunes ont maintenant un désir d'enfant qui est sous le seuil de remplacement. Et donc, ça indique sans doute que la fécondité des jeunes va être bien plus basse encore. Moi, c'est un petit peu mon propos central, c'est de dire que ce qu'on croit être un trou, un étiage aujourd'hui, est le sommet de ce qui est à venir. Mais pourquoi l'anxiété? Et pourquoi cette anxiété est si importante alors que le monde d'hier n'était pas exactement facile non plus? C'est parce que le mode d'information de la jeunesse a changé, qu'elle passe principalement par les réseaux, qui sont des machines à dopamine et en fait extrêmement anxiogènes. Et donc, finalement, si vous passez votre temps à scroller, et je passe aussi mon temps à scroller, je vais devenir beaucoup plus anxieux que ne l'étaient par exemple mes parents. Vous êtes en train de nous dire que s'il n'y a plus de réseaux sociaux, il y aura plus d'enfants? Oui. Okay. Ah d'accord, très bien. Écoutez, la solution est simple en fait. On note. Je dis juste que c'est un levier pour l'instant mésestimé. Mais oui. D'accord, c'est mésestimé, en tout cas intéressant. On va voir qu'il y a aussi une autre tendance, on va voir ça avec vous Julia, et ça c'est une tendance plus dans la réflexion, puisque dans l'espace public, les enfants, on le sait, sont parfois trop bruyants, alors dans certains endroits, ils sont carrément interdits. Oui, c'est une tendance qui s'appelle le No Kids et qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Les enfants sont persona non grata dans certains hôtels, restaurants, musées ou encore bibliothèques. Et cette pratique, figurez-vous, est de plus en plus répandue en France. Si, par exemple, Jean-Mathieu, vous ne voulez pas être éclaboussé par un jeune enfant alors que vous lisez au bord de la piscine, eh bien, mieux vaut réserver dans un établissement labellisé Adults Only. Certains hôtels en font un argument commercial avec comme promesse, par exemple, le luxe de la tranquillité ou encore, je cite, un voyage ressourçant et reposant grâce à nos hôtels sans enfants. Alors, d'après le syndicat d'entreprises du voyage, le Adult Only ne représenterait en fait que 3% de l'offre, mais c'est une pratique de plus en plus décriée. En mai, la haute-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a réuni les professionnels du secteur. Elle souhaite limiter et mieux encadrer cette pratique du No Kids. Parmi les pistes envisagées, développer la tendance inverse, pousser les établissements à devenir bienveillants envers les familles, avec par exemple une tarification et un accueil spécial pour les enfants ou un accompagnement spécifique pour les familles monoparentales. Et là aussi, ce serait un argument commercial pour ces hôtels. Alors, mettre les enfants à distance, comme ça, les considérer comme une nuisance, est-ce que ça traduit que notre société est de plus en plus individualiste? Je me tourne vers vous. Ça traduit en tout cas une disparition progressive des enfants du paysage social un peu général. Alors,
C'est assez étonnant, parce que moi, il se trouve que j'ai vécu 4 ans en Italie, où il y a un phénomène de l'enfant roi, c'est-à-dire que dès qu'un enfant débarque quelque part, au contraire, il est très accueilli, et c'est une société qui est relativement sans enfants. Oui. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui avec des réflexes, avec des mécanismes en France qui font qu'effectivement, on a peut-être oublié un peu qu'effectivement, un enfant, ça peut être bruyant, parfois ça fait des gestes non contrôlés, non désirables, et on sait bien quand on est des enfants qu'on supporte beaucoup mieux ses enfants que ceux des autres, si facilement. Donc voilà, il y a effectivement ça qui s'ancre, et je pense que cette tendance du No Kids, qui est minoritaire, mais quand même qui existe, qui est assez symbolique de quelque chose et symbolique de ça. Magali Mazui, il y a quand même un paradoxe en France, c'est que les Français désirent quand même avoir des enfants, mais moins qu'avant. Comment vous l'expliquez ? Moins nombreux. Avant, on visait le 3e enfant, le 2e, et maintenant, c'est plutôt un enfant, ce sera déjà bien. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'il y a quand même les normes familiales qui bougent un peu. Néanmoins, je resterai nuancée, parce que l'exemple que vous avez parlé des No Kids, c'est pas un mouvement qui prend vraiment de l'ampleur en France. Ça reste marginal. L'exemple que vous avez pris, c'était très minoritaire. Donc je dirais à chacun sa clientèle, on va dire. Il y a les No Kids, il y a les familles, il y a aussi les personnes âgées. Puisque là, pour le coup, je réinsiste là-dessus, mais le phénomène vraiment engagé et pour lequel il faudrait une vraie politique publique, c'est les personnes âgées. Grand âge, hein. Voilà, mais également, comme ça a été dit, je pense la lutte contre la précarité, l'égalité entre hommes et femmes pour ce qui est du partage des tâches domestiques, enfin tout un tas de problématiques qui ne se limitent pas aux seules politiques familiales, mais voilà. C'est bien plus large, on le voit. Voilà, bien plus large, la crise du logement, et puis les revenus des jeunes. En fait, les jeunes sont de plus en plus précaires. Alors peut-être qu'ils sont anxieux, mais les conditions se dégradent quand même pour notre jeunesse. Mais David Duhamel, c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à comprendre. On se souvient d'Emmanuel Macron, le réarmement démographique, on va en parler dans un instant. Mais quand on le voit, est-ce qu'on peut forcer finalement une population à faire des enfants ? Est-ce que ça existe vraiment, ça ? Moi, je pense qu'il faut même refuser de se poser cette question. D'accord. Même pas tenter d'y répondre, juste poser la question. Alors, on va passer... Non. D'accord, on ne peut pas. Non, on ne force personne. Il ne faut même pas poser la question parce qu'on a l'impression que derrière vous rendez la réflexion possible. Derrière la volonté des gouvernements, c'est ce qu'ils souhaitent. Non, on peut inciter, on peut faciliter, on peut ne pas culpabiliser les gens qui ne veulent pas d'enfants ou culpabiliser ceux qui en veulent. Il faut laisser tout le monde le plus libre possible et il faut essayer de créer un monde où le désir d'enfant est réalisé au maximum. Si les femmes ont les enfants qu'elles souhaitent, on n'a plus de problème de déclin de fécondité, à moins, comme je le pense, que la jeune génération en aura quand même moins. Mais bon, c'est voilà. Mais de toute façon, il faut même. Enfin, moi, je refuse de penser en ces termes. Et par rapport aux femmes, justement, je me tourne vers vous, Lou Besmond-Senvi. Si on devait réfléchir à des solutions par rapport à cette natalité, est-ce qu'il ne faudrait pas justement penser aux femmes pour lesquelles avoir un enfant, ça a quand même une conséquence, notamment dans leur carrière, avec un frein, etc., de la discrimination, parfois des mises au placard. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de repenser, par exemple, les congés parentaux, le congé maternité, congé paternité ? C'est sûr que si on mettait le congé paternité aussi long que le congé maternité, par exemple, on ancrerait dans l'esprit collectif, on ancrerait dans l'inconscient collectif l'idée que les pères et les mères, ils ont un rôle équivalent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que dans les entreprises, celles qui partent à 18h, ce sont plutôt les femmes, parce qu'on a ancré dès le début dans l'esprit collectif que au fond, les femmes, elles ont un congé plus long et les pères un congé plus court. Et donc, voilà, c'est quand même plus aux mères qu'aux pères pas la même implication de s'occuper des enfants. Et il y a aussi l'offre de garde. Je me tourne vers vous, Magali Mazui. Entre 2017 et 2020, la France a perdu 50 000 places d'accueil. 25% des communes en France aujourd'hui n'ont pas d'offre de garde pour la petite enfance. Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose à améliorer ? Je dirais que oui, toutes les infrastructures qui permettent aux parents, aux jeunes parents de pouvoir que leur enfant soit pris en charge, évidemment, vont avoir un impact sur le fait de peut-être prendre la décision d'avoir un enfant en plus. Enfin bon, si on est sûr qu'il pourra être gardé, d'aller à l'école aussi. On a un système quand même très particulier en France où les jeunes enfants sont scolarisés à des âges très jeunes et c'est
Dès l'âge de 3 ans. Voilà, dès l'âge de 3 ans pour toutes et tous, quoi. Ouais. Donc, voilà, toutes ces infrastructures, évidemment, elles jouent un jeu. Après, je dirais que aussi, je reviendrai sur les questions aussi d'égalité salariale, hein, parce que si on pense à un congé parental, il faut aussi le penser en termes de... de revenus, c'est-à-dire que souvent, comme c'est des congés moins bien rémunérés, ce sont les plus petits salaires qui vont les prendre, donc en général, donc les femmes. Alors toutes ces réflexions, Mais, oui. on les retrouve, c'est vrai, dans le plan d'Emmanuel Macron pour 2050, on en retrouve beaucoup. Et c'est vrai que David Duhamel, est-ce que c'est ce plan démographie 2050, comme on l'a appelé, est-ce qu'il est pour vous à la hauteur des enjeux? Parce qu'on se souvient que quand il a été annoncé par le président de la République, ça avait été très mal reçu, notamment tout à l'heure, je reprenais son expression réarmement démographique, qui avait été même considéré par certains comme une insulte, et certaines comme une insulte. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que on va vers le bon chemin avec ce plan? Je pense qu'il faut se méfier, se défier de l'instrumentalisation politique de la question démographique. En fait, le politique ne peut pas tout. Il peut faciliter. Il y a des idées en termes de congés parentaux, enfin, pour les pères et pour les mères, tout ça, très bien. Tout ce qui va vers plus d'égalité hommes-femmes doit être absolument poursuivi. Aujourd'hui, en Europe, c'est là où les hommes en font le plus que la fécondité est la plus haute. Donc, de toute façon, comme on est dans un monde où les femmes ont de plus en plus d'opportunités, le coût d'avoir un enfant doit être partagé. Sinon, si c'est seulement sur elles, elles ne feront pas d'enfants. Il suffit de regarder ce qui se passe en Asie, en Corée du Sud. Donc, il y a énormément de choses que le politique peut faire. Je ferai attention de ne pas en faire un enjeu de foot politique, parce que c'est aussi une question culturelle, en fait, qui dépasse de très loin ce que peut le politique, il me semble. Et cette question, elle dépasse évidemment le cadre français. On l'a un peu esquissé tout à l'heure. C'est partout pareil. En Europe, hein, tout le monde cherche des solutions. Encore hier, en Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez annonçait des nouvelles incitations pour favoriser la natalité dans son pays. Écoutez. Le gouvernement présentera demain au Conseil des ministres une prolongation historique du congé de naissance et du congé parental. Grâce à cela, les citoyens pourront désormais bénéficier de 3 semaines supplémentaires de congés parentaux. Enfin, les familles monoparentales, composées, comme vous le savez, de 80% de femmes, auront désormais droit à 32 semaines de congé parental ou de maternité, contre 16 actuellement. Magali Mazui, au-delà de l'exemple espagnol, il y a aussi Trump qui lance les comptes Trump, c'est-à-dire $1000 par bébé. La Chine, on l'a vu tout à l'heure, qui débloque 420 € par enfant de moins de 3 ans. Est-ce qu'il faut accentuer les aides économiques pour relancer la natalité ? Moi, je dirais que tous ces exemples, en général, ça ne marche pas vraiment, parce qu'une aide ponctuelle pour avoir un enfant en plus qu'on va élever pendant 18-20 ans, voire un peu plus, notamment après quand ils vont faire des études supérieures. Voilà, une aide de 400 €, ça ne va pas changer, à mon avis, ça ne va pas permettre de relancer une dynamique démographique. Et puis après, comme ça a été dit par mon collègue, en fait, il y a d'autres facteurs. Si on s'intéresse à la démographie, j'ai parlé du vieillissement, il y a la fécondité, il y a aussi la migration, en fait, sur laquelle on peut agir. Beaucoup de pays, en Italie, par exemple, on est revenu un peu en arrière. Et puis, voilà, il y a un accueil plus massif de migrants. La France, en fait, est un pays qui accueille, au sein de l'Europe, une minorité, en fait, des flux migratoires. Donc, on peut aussi poser la question de l'accueil des migrants et, en fait, des conditions de vie pour toutes et tous. Alors, Lou Besson de Senneville, on le sait aussi, là, quand on parle de démographie, c'est notre modèle social aussi qui est en jeu, qui tient justement sur la solidarité entre les générations. Aujourd'hui, quand on voit ces chiffres-là, on se pose la question, est-ce que le système peut tenir ? C'est effectivement une très bonne question, et on voit bien qu'aujourd'hui, les débats qui ont lieu sur la retraite par répartition, par capitalisation, on est quand même dans ces débats-là, et le fond du débat, c'est, enfin voilà, le fond du régime social français, c'est quand même la solidarité entre générations. Elle est mise à mal, et comme je disais au début, la difficulté du politique, c'est de penser sur le long terme. Alors, vous avez évoqué le plan de
réarmement démographique, j'aime pas beaucoup ce terme, mais... c'est le terme du président de la République. J'entends bien, je ne vous l'attribue pas. Voilà, avec un objectif 2050, mais on voit bien aujourd'hui la difficulté de tenir des objectifs à 5, 10, 15, 20 ans. Et pourtant, c'est une nécessité absolue parce que ce régime social, il est assez menacé. Bien sûr. Et pourtant, vous l'avez dit, on était au courant, c'est ce que vous aviez dit, vous avez commencé par ça dans ce débat. On va le voir grâce à notre archive. On va remonter en 1975 avec un homme que vous connaissez bien, Alfred Sauvy, le père fondateur de l'Institut national d'études démographiques. À l'époque, le baby-boom semble loin. On s'inquiète déjà des conséquences d'une baisse de la natalité. Alors, une solution simple, mais concise, vous allez voir, s'impose. N'hésitez pas à faire plus d'enfants. Le vieillissement, ça entraîne des problèmes matériels, ça ne fait aucun doute. On pense tout de suite aux retraites, c'est pas le seul, mais enfin, c'en est un. Et puis, il y a les problèmes moraux. Est-ce qu'un pays composé de vieux, avec une forte population âgée, est capable de s'adapter, je ne dis même pas au progrès, n'a pas un sens précis, mais aux nouveautés, aux innovations qui vont certainement jaillir dans le monde pendant 50 ans ou 100, et ça, c'est une certitude. Ce qui est certain, du simple point de vue statistique, c'est que l'ensemble des pays industrialisés, qu'ils soient capitalistes ou socialistes, sont à la recherche du troisième enfant. Voilà, David Duhamel, on était en 1975, là on s'inquiétait déjà. Ça veut dire que là, on se rendait compte que c'était 25 ans après le baby-boom. Ça veut dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore attendre 25 ans pour attendre des résultats? Surtout, est-ce qu'on a le temps d'attendre ces résultats en sachant tous les défis qu'on a relevés en raison de cette perte démographique? Alors, il y a différentes choses, mais la question du vieillissement est absolument centrale. Mais en même temps, on s'aperçoit que, justement, qu'est-ce qu'être vieux? Et la différence entre avoir 65 ans ou 70 ans en 1975, et Alfred Sauvy a l'air d'avoir 115 ans, et avoir 70 ans, 75 ans aujourd'hui. Donc il y a aussi, je pense, une vieillesse qui peut être vécue de façon très différente, qui peut être beaucoup plus productive. En fait, il y a des gisements de vitalité économique, culturelle et compagnie dans les cohortes de personnes qui rentrent petit à petit dans ce qu'on appelle la vieillesse. Aujourd'hui, c'est posé arbitrairement à 65 ans. Ça pourrait changer. Si demain, on dit qu'être vieux, c'est 70 ans, on a résolu pour 20 ans notre problème de vieillissement. Oui. J'ajoute que la France, non seulement est un pays qui est plutôt moins vieux que pas mal de ses voisins, mais on est surtout le pays qui a le moins vieilli quasiment au monde. C'est-à-dire qu'entre 1950 et aujourd'hui, l'âge médian a pris quelque chose comme 9 ans, et au Japon, 28, donc 3 fois plus vite. Donc, il faut vraiment faire attention à la dramatisation de ces enjeux. On a plutôt pas mal de chance d'être en France. C'est noté. Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre sur ce sujet.